Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre première capsule d'autosuffisance. Dans le fond, l'idée est venue parce que chacune de nous qui va parler ce soir fait des choses justement pour éviter de manger du chimique, éviter de payer énormément cher pour des produits qu'on peut faire maison. Mon Dieu, il y a tellement des trucs qui sont faciles qu'on pense même pas qu'on peut faire. Fait que c'est un peu ça ce soir on aurait pu parler de 200 choses ce soir. C'était incroyable, la liste de sujets là, que j'avais griffonné à la main qu'on faisait tout. Mais là, j'ai dit, OK, ça serait plate de juste comme survoler rapidement tous les sujets, puis que vous apprenez pas la base, puis que vous n'allez pas chercher vraiment la source de chaque recette ou de chaque façon. Donc, c'est comme ça qu'on va s'y prendre. On en a sorti environ 3 ou 4 par personne ce soir. Et c'est sûr qu'on va renouveler pour être capable de passer à travers tous les 200 sujets. Et je vous lance tout de suite ça tout de suite. On mijote sur une idée de faire une chaîne YouTube sur toute l'autosuffisance pour être capable de faire ça à la maison, puis de suivre étape par étape chaque recette ou chaque chose qu'on peut faire. Yay! Ça va être malade. Donc, pour commencer ce soir, mais j'aimerais, dans le fond, vous présenter Caroline. Caroline, ça va être fou, là. Caroline a des poules. Fait que déjà là, c'est un niveau d'autosuffisance assez le fun à avoir. Fait que je te laisse présenter Caro. Yes! Allô, allô tout le monde! Alors, vraiment excitée d'être avec vous autres aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ben c'est ça, on vous a dit, on en allait parler d'autosuffisance. Donc, je vais commencer avec mes poules. Ah, je vous dis, c'est mes bébés. Ils sont vraiment le fun, mes poules, en plus de ça. Fait que là, j'ai décidé de sortir un peu, tu sais, des statistiques pour que vous ayez un peu l'idée de qu'est-ce que ça demande, avoir des poules, etc. Donc, nous, dans le fond, on voulait pas, là, vous allez voir, là, dans les petites images, c'est celle à gauche, OK? Fait que c'est en bas à gauche, là. Ça, c'est mon poulailler. Puis nous autres, dans le fond, on a décidé qu'on l'achetait. On ne l'avait pas fait nous-mêmes. Mais sachez que, mettons, avoir un chum bien manuel, j'aurais pu le faire à main parce que c'est pas vraiment compliqué un poulailler. C'est vraiment, dans le fond, tu achètes du bois, puis après ça, tu vas mettre du grillage. Puis à certains endroits, tu vas isoler pour que durant l'hiver, les poules soient correctes. Donc, si jamais toi, tu n'as pas envie de te mettre à bâtir un poulailler comme moi, là, ben dis-toi que tu as un budget, ça prend au moins un budget initial de 2500 $. Pourquoi? Dans le fond, c'est pour vraiment comme, mettons, si tu achètes un poulailler comme là, moi, le mien que j'ai acheté, il était à environ 1000 $. Puis, dans le fond, les poules. Et ben, les poules, c'est pas vraiment cher, là, pour vous dire, là, c'est environ 25 $ la poule. Et puis, ce qui a été cher aussi, ça a été de raccrocher à l'électricité. Donc, nous autres, on n'est pas des électriciens, ni moi, ni mon chum. Fait que, dans le fond, il a fallu faire venir un électricien et l'électricien a passé un câble tout le long de ma maison pour pouvoir venir relier le poulailler à l'électricité parce que en hiver, tu as absolument besoin de mettre des lampes chauffantes. Les lampes chauffantes, c'est vraiment pas compliqué, là, je vous dis. Nous autres, on les commande sur Amazon. Puis, dans le fond, c'est juste une lampe noire que tu vas mettre. Pour dans le fond, la lampe noire, là, il faut absolument que tu partes pas ton chauffage avant -10, OK? Donc, pourquoi? Fait qu'il faut que tu laisses tes poules geler un petit peu. Parce que là, tu vas voir, c'est vraiment drôle. Comme ils gonflent. C'est comme si parce que là, ils se mettent de l'air dans leurs plumes. Puis dans cet air-là, là, il y a du petit duvet qui se fait. Fait que, ils deviennent comme plus grosses en hiver. C'est pas parce qu'il y a plus de chair dessus. C'est vraiment parce que ils rouvrent leurs ailes puis ils se mettent de l'air dedans. Fait que ils se font comme un genre de plumage d'hiver. Donc là, la problématique, c'est que moi, l'autre année d'avant, ben, j'avais parti mon poulailler. Tu sais, mon poulailler, j'étais comme stressée. C'était la première fois que j'avais des poules. Puis, j'avais parti, dans le fond, mon chauffage à zéro. Dès qu'il faisait zéro, mais la problématique, c'est que l'hiver, ben, ils ne voulaient pas sortir mes poules parce qu'ils étaient trop frileuses, il y avait froid. Fait que même si je leur ouvrais la porte, puis tout, ils ne voulaient rien savoir de sortir. Tandis que là,
Cette année, l'année passée, j'ai juste commencé à le partir à -10, puis je vous le dis, ils sortent n'importe quand, là. Eux autres, ça les dérange pas. L'hiver, c'est pas grave. Après ça, dans le fond, pour l'entretien d'un poulailler, dis-toi que ça va te coûter environ un 25 par 3 mois pour des sacs de grains. Fait que tu peux aller à ta coop. Là, moi, j'ai une coop des Fermes du Nord juste à côté. Puis, dans le fond, un gros sac, ça va me durer quand même longtemps parce que je leur donne de la bouffe. Donc, qu'est-ce que je leur donne comme bouffe? Je leur donne tout ce que je n'utilise pas, en parenthèse, là. Fait que, mettons, des plures de carottes, tu sais, ça, je vais leur donner ça, ils aiment ça vraiment. Mettons, mes enfants, tu sais, comme ils sont revenus de l'école, puis là, il reste un petit restant de spaghettis ou de quelque chose, ça, je vais leur donner. Fait que, bref, eux autres, c'est comme un peu mon compost parce que je fais juste donner les petits restants qui restent. Puis des fois, tu sais, t'as des enfants, puis là, il reste juste un petit bout dans l'assiette. Bon, envoie ça aux poules, c'est correct, il n'y a pas de problème. Fait que, dans le fond, il y a aussi les poules, dans le fond, capotent sur le kale. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais les poules et le kale, ça ne fait qu'un, OK? Fait que eux autres, c'est leur gros, c'est une grosse gâterie pour eux autres. Fait que ça, moi, j'en fais pousser dans ma tour de jardin. Puis, des fois, quand j'ai trop de laitue aussi, ben je prends ma laitue, je donne la laitue aux poules. Fait que là, tu peux voir en bas à droite, là, ils sont en train de se régaler de laitue, ils capotent en hiver, ils ont de la laitue, fait que les autres sont vraiment heureuses, là. Fait que, bref, c'est un peu de mélanger. Il y a plusieurs choses qui sont pas recommandées pour les poules. Donc, tu as des tomates. Tomates, c'est pas bon pour les poules. Tu as des pommes de terre crues. En même temps, je me dis, moi, je fais jamais, j'enlève pas ma pleure de pommes de terre sur mes pommes de terre, donc ça ne m'arrive pas. Haricots secs ou crus, ça non plus, ça passe pas. Des oignons non plus, mais moi, je garde tous mes oignons pour faire de la poudre d'oignon, fait que dans le fond, j'ai pas de gaspillage là-dedans. Avocat. Fait que ça, c'est vraiment les choses qu'il faut que tu fasses attention. Pépins de fruits, OK? Là, je vous ai écrit pépins de fruits, mais inquiète-toi pas, là. Moi, mes enfants, tu sais, ils ont des cœurs de pommes, ils les jettent, mais les poules sont intelligentes quand même, là. Ils vont pas aller picosser pour aller manger le pépin, mais tu sais, va pas donner un gros bac de pépins de pommes ou de pépins de fruits à tes poules. Puis pas de viande crue non plus. Fait que la viande crue, c'est pas bon non plus également pour eux. Puis les poules, dans le fond, c'est des animaux qui sont super sécuritaires pour les enfants. Fait que, dans le fond, même si tu as des enfants à la maison, tu peux avoir des poules. C'est un animal qui est social, vraiment, vraiment, vraiment. Fait que, tu sais, dès que je sors, moi, ils viennent me voir. Tu sais, comme, là, je les appelle, là, je dis poule, poule, puis là, ils s'en viennent, là, ils sont toutes contentes, là. Puis là, tu sais, ils sont comme, tu vois qu'ils sont heureuses, là, tu sais. Puis, dans le fond, c'est un peu proscrit d'avoir juste une poule parce que elle va être comme triste seule. Fait que c'est mieux qu'il soit un groupe, soit de 2, soit de 3, pour socialiser entre poules aussi, dans le fond. Puis, dans le fond, je vous ai sorti un groupe Facebook. Donc, il y a Poules et Volailles du Québec. Fait que c'est plein de questions, réponses sur les poules. Puis, sinon aussi sur Facebook, si vous allez voir, il y a plein, plein, plein d'informations aussi sur, dans le fond, il y a plein de groupes de poules qui vendent des poules différentes. Donc, tu sais, des plumes avec des gros plumages, plein d'affaires. La seule affaire que je vous dirais, les poules brunes, là, c'est vraiment les plus fines. Mais vraiment, vraiment, vraiment les plus fines. Les poules blanches aussi, ça se peut qu'ils soient bien gentils, là, mais les poules brunes, j'ai un petit amour particulier. Puis, c'est un peu proscrit de mélanger les sortes. Fait que oui, tu peux mélanger les sortes, mais ça se peut que, mettons que tu as des poules blanches, puis là, tu amènes une poule brune, que tes poules blanches ne soient pas fines avec ta poule brune. Fait que moi, j'ai tout le temps resté comme avec mes poules brunes ensemble, là, t'sais. Fait que ça, c'est pour les poules. Fait que mon deuxième sujet aujourd'hui, dans le fond, c'était de t'amener à faire ton pain à la maison. Fait que là, dans le fond, aujourd'hui, dites-vous qu'on va vous donner plein de choses. Fait que là, vous pouvez prendre des notes sur qu'est-ce qu'on vous dit. Mais dites-vous aussi que c'est pas d'intégrer tout ça tout d'une shot dans ta vie, là. Tu vas capoter bien raide, là. Ça ira pas bien. Commence par regarder tout le Zoom ce soir, puis là, tu te dis, ah, je vais peut-être intégrer ça aujourd'hui. Puis là, dans une semaine, tu regarderas une deuxième fois le Zoom, puis là, tu te diras, ah, je vais intégrer ça aussi.
Puis là, une fois que c'est bien intégré, ben c'est là qu'on peut commencer à faire des changements qui sont progressifs puis durables, tu sais. Parce que sinon, dans le fond, on n'en vient pas à bout, là. Si vous faites tout ça ce soir, là, pas mal sûr que vous allez abandonner après 2 semaines. OK, après ça, on a faire ton pain à la maison. Fait que faire ton pain à la maison, moi, ce que je te conseille, si tu es débutant, prends une machine à pain, OK? Parce que la machine à pain, c'est vraiment super simple. Puis, tu peux en trouver des usagers sur Marketplace. Il y en a des fois qui sont pas chers aussi, qui tombent en rabais. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir ta machine à pain. Moi, pourquoi j'ai une machine à pain? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que oui, je pourrais le faire moi-même, mon pain, mais dans le fond, c'est ma fille qui est en tâche. C'est pour ça que j'ai mis la photo de mes 3 enfants en bas, là. Fait que tu vois, la plus grande, ça fait 4 ans qu'elle fait notre pain. Fait que ça fait 4 ans qu'elle fait notre pain à la maison. Fait que c'est elle qui est en charge du pain. Puis, c'est facile parce qu'elle a juste à mesurer. Elle met ça dans la machine à pain, puis elle est habituée. Fait que nous, on mange son pain, on adore son pain. Elle est rendue, c'est une experte. C'est rendue une experte. Après 4 ans à faire la tâche, là, elle l'a l'affaire, tu sais. Fait que, dans le fond, c'est elle qui fait notre pain. Fait que, dis-toi aussi que ça peut être des choses que tu intègres dans ta vie familiale. Fait que c'est pas nécessairement à toi de tout faire non plus. Puis, tu sais, des tâches comme faire le pain, ça peut être une tâche qui est faite quand même par un enfant de 7, 8, 9 ans. Tu sais, ça peut être fait parce que c'est un calcul. Une fois qu'on a montré à l'enfant, bien, l'enfant, c'est ça sa tâche, puis c'est qu'est-ce qu'il a à faire dans sa semaine. Après ça, dans le fond, tu peux faire plein de recettes qui sont super intéressantes. Fait que, tu sais, des pains avec du chocolat, avec du basilic, avec des tomates à l'intérieur, sans gluten aussi. Fait que, il y a plein, plein, plein de recettes qui existent. Il y a aussi des groupes Facebook aussi qui parlent de pain, d'idées de pain, des flops de pain. Fait que ça aussi, c'est le fun à aller un peu s'aîner pour voir qu'est-ce que les autres font aussi. Pour moi, dans le fond, ça coûte environ un 50 par 2 mois de gros sacs de farine bio. Donc, moi, j'achète la milanaise. Il y en a au Bourassa, proche de chez nous. Sinon, tu sais, au Costco, j'avais des gros sacs aussi, me semble, de milanaise. Puis, c'est vraiment économique de plutôt que de l'acheter, OK? Juste pour essayer de vous faire penser à ça, mais un pain, là, c'est quand même assez cher, là, si on pense, dans le fond, à ce que ça contient. Parce que moi, un pain, là, un pain du commerce, là, on passe ça, nous autres, avec les 4 enfants, en dedans d'une journée, il n'y en a plus. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je l'achète à tous les jours. Fait que quand tu commences à calculer, tu te rends compte que, hey, boy, acheter ton gros sac de farine, t'es vraiment rentable. C'est vraiment, vraiment économique. C'est vraiment meilleur pour la santé également parce que tu sais, comme là, je me disais justement, je vais essayer de faire du pain sans gluten pour le Shred 10, tu sais. Je me suis dit, je vais essayer ça dans ma machine à pain et tout. Mais c'est vraiment meilleur pour la santé parce que tu peux prendre ta décision sur qu'est-ce que tu mets dedans. Il n'y a pas d'agent de conservation, tu n'as pas d'agents bizarres, tu n'as pas d'ingrédients qui sont weird non plus, que tu ne sais pas c'est quoi exactement. Fait que c'est vraiment meilleur pour ta santé. Puis ça peut être, dans le fond, congelé aussi. Fait que ce que je pensais, moi, pour mon pain sans gluten, c'est que je vais me faire un gros pain sans gluten. Je vais tout le trancher. Super important de le trancher avant. Puis après ça, je vais le conserver, dans le fond, dans un contenant. Puis quand je vais en vouloir, je vais juste le mettre dans le grille-pain. Donc, moi, ça va être mon idée pour les pains. Puis après ça, dans le fond, je vais vous parler de votre lait végétal. Donc, ça, encore une fois, là, je vous ai mis la photo de mon grand garçon, Julien, il est en bas. Ça, c'est sa tâche à lui. Donc, pour le lait végétal, lui, il fait du lait de cachou à la maison. Avant hier, j'ai fait du lait d'avoine aussi. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Fait que je me suis fait ça aussi. Puis, l'important, dans le fond, c'est juste d'avoir un bon blender, hein, on va se le dire encore une fois. Ça se vend sur Marketplace, tu peux en prendre des usagers. Puis, dans le fond, tu as aussi différentes choses. Fait que tu as lait de cachou, lait d'avoine, lait d'amande, lait de noix. Donc, il y a plein de sortes de lait aussi. Puis, qu'est-ce qui est le fun? C'est que tu peux décider comment tu l'arranges. Fait que dans le lait de cachou, mettons, nous, on met des dattes
fait que ça donne un petit goût sucré. Dans le lait d'avoine, ben, j'ai mis 2 cuillerées de miel, fait que ça donne des petits goûts un peu différents, puis c'est le fun parce que tu peux jouer avec aussi. C'est environ 25 par 2 semaines pour un sac de cachou. Puis c'est vraiment économique plutôt que de l'acheter à 5 piastres le truc, là. Dis-toi que tu vas en avoir vraiment, vraiment plus. Puis c'est meilleur pour ta santé encore une fois. Puis dans le fond, tu peux l'utiliser dans plein de recettes au lieu de mettre du lait. Tu pourrais mettre du lait végétal. Puis moi, ma dernière section, dans le fond, ça va être au niveau de ton eau de lessive. Oh mon Dieu, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Écrivez-moi ça dans les commentaires, là. Je veux savoir. OK, tu as juste besoin d'avoir un foyer ou accès à de la cendre, OK? Un des deux. Fait que là, dans le fond, là, je sais que tu vas dire, ah, c'est dégueulasse! Ça a l'air dégueulasse. C'est vrai que ça a l'air dégueulasse, mais je vous jure, ça lave le linge comme du monde. Je ne sais pas quoi vous dire. Fait que c'est vraiment simple. Tu as besoin d'avoir, dans le fond, dans un gros baril, là, tu vois, moi, j'ai un baril vert à gauche, là. Je mets de la cendre à l'intérieur. Tu mets à peu près la moitié de cendre. Tu mets l'autre moitié d'eau. Puis, après ça, dans le fond, tu vas venir brasser. Donc, à tous les jours, là, tu laisses mijoter ça pendant 5 jours. Tu viens brasser une fois par jour pour que ça délie comme les trucs. Puis après ça, tu vas juste prendre l'eau sur le dessus. Fait que tu prends comme, il va y avoir comme une eau qui va être un peu comme visqueuse, jaunâtre, mais c'est inodore. Fait que tu prends ça, puis tu vas venir le filtrer. Donc là, tu peux voir, moi, je les mets dans des genres de bouteilles comme translucides là en bas, là. C'est la photo d'en bas. Dans le fond, j'ai comme un filtre que je mets dessus, puis hop, on vient mettre l'eau, ça filtre le tout. Avec ça, dans le fond, je lave tous mes vêtements. Je veux juste vous dire que j'ai lavé mes couches lavables avec ça. Puis je trouvais que ça lavait mieux que du détergent parce que la problématique, c'est que les couches lavables, ils absorbent le détergent. Fait que là, un moment donné, c'est comme s'ils sentent l'ammoniac parce que, dans le fond, ils ont comme tout, ils absorbent le produit, tu sais, qui est comme souvent pas écologique, pas bon pour ta santé non plus, tu sais. Fait que, dans le fond, j'ai lavé avec ça, ça sentait bon, ça sentait, tu sais, ça sentait rien, là, tu sais. Fait qu'on dirait que moi, je suis plus habituée aux odeurs non plus de lessive, parce qu'à un moment donné, c'est que tu t'habitues aussi à ce que ton linge, il sente rien, là, puis tu le sors, puis il pue pas, il sent juste rien, il sent le vêtement, puis c'est tout, tu sais. Puis, en plus de ça, c'est sécuritaire pour l'environnement parce que c'est beaucoup plus sécuritaire que dans le fond, que d'utiliser un détergent chimique, parce que le détergent chimique s'en va après ça dans l'eau, puis ça va polluer nos rivières, nos lacs, etc. Donc, c'est sécuritaire pour l'environnement également. Donc, je vais laisser la parole à Priscilla qui va, dans le fond, nous parler de ces sujets. Donc, salut tout le monde, moi c'est Priscilla. Donc ce soir, c'est ça, mon premier sujet duquel j'avais envie de parler, concernait les germinations. Donc, ce qu'on a besoin de savoir en fait sur les germinations, c'est que c'est des aliments entiers, hein. Et à poids égal de n'importe quelle autre viande, on va trouver dans les graines germées sont à elles seules 20 à 40 fois plus riches en protéines que la viande. On parle de 4 fois plus riches en calcium que les produits laitiers. 3 fois plus riche en fer que le foie animal et en enzymes et en énergie, il y a une quantité incroyable. On peut comparer en fait toute l'énergie de la plante qui se résume à être comprise dans l'espace d'un seul germe. Donc, c'est vraiment un aliment à intégrer et c'est tellement simple à faire pousser qu'on devrait tous aisément en faire pousser chez soi. Donc, l'idée de faire pousser des graines germées, de le faire simplement, c'est que tu peux aller te chercher un pot maçon. Tout le monde a ça un peu chez soi, là. Ça peut être aussi un pot de sauce à spaghetti que tu as acheté à l'épicerie puis que tu as récupéré ton contenant. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre à l'intérieur du pot des graines germées. On va remplir d'eau, on va mettre 2 cuillères de graines à l'intérieur du pot, puis on va les laisser macérer durant une période de temps. Tous les sachets vont être bien indiqués là, sur le nombre de temps de trempage qui est nécessaire, tout dépendant des semences qu'on va faire pousser.
Donc, dans le cas ici des radis daikon, on va parler d'un 4 à 8 heures de trempage. Donc, on le laisse tremper. Suite à ça, on va aller vider l'excédent d'eau. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un capuchon fait à cet effet qui va être quadrillé. Mais si on n'en a pas, il est très possible d'utiliser du coton fromage qui se trouve chez Dolorama ou divers endroits qu'on va attacher avec un élastique. Donc, c'est pas du matériel qui va coûter cher non plus à acquérir. Donc, l'idée, c'est de rincer 2 fois par jour nos semences pour enlever là, l'espèce de suintage que ça va créer des graines. Si on ne les fait pas 2 fois par jour, là, ça va vraiment comme jammer dans le pot, puis là, ils ne seront plus comestibles. Donc, c'est vraiment important de les rincer 2 fois par jour. Donc, on met de l'eau propre, on laisse sortir, puis on va placer le pot en dessous d'un linge parce que forcément, c'est des racines. On ne veut pas que le soleil aille atteindre les racines. Donc, c'est ça. Au bout d'un 4-5 jours, là, forcément, il y a des semences qui vont être plus rapides que d'autres à être prêtes. Il y en a qui en 48 heures là, sont déjà prêtes à la consommation. Il y en a d'autres qu'on va parler d'un 4 à 5 jours. Donc, quand le procédé est prêt, que nos semences sont suffisamment grandes, ben là, on va pouvoir les sortir du bocal, les éponger avec un linge ou un Scott Towel. Je vais vous dire, je préfère les linges parce que les Scott Towels ne se réutilisent pas. Donc, c'est bien d'utiliser des choses qui se lavent pour ne pas en prendre 50 fois. Et suite à ça, on va pouvoir les remettre à l'intérieur d'un pot en vitre au frigo qu'on va couvrir d'un Scott Towel ou d'un linge encore. On garde ça au frigidaire. Ils vont être bons à peu près 2-3 jours. Donc, c'est vraiment facile de pouvoir faire pousser ça, se trimballer ça partout, un pot. Ou même, il y en a qui faisaient ça dans des tissus, là, un format baluchon un petit peu, là. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est très, très accessible, qui est peu dispendieux. Et on pourrait facilement enrayer la famine dans le monde à faire pousser des graines germées comme ça. Donc, où est-ce qu'on peut s'en procurer des graines? Il y a différentes variétés, là. Je vous dirais de base, là, les graines de brocoli sont vraiment à mettre en haut de votre liste parce que ça va être un aliment qui va aider à ramener le pH de notre corps. On est excessivement acidifié, puis grâce aux graines germées de brocoli, on réussit à remonter suffisamment l'état basique dans notre organisme. Ça va prendre entre 10 à 20 molécules basiques pour réussir à neutraliser une seule molécule d'acide. Donc, c'est vraiment très important d'aller ajouter dans notre organisme des aliments qui vont être plus basiques. Donc, le brocoli est réputé pour ça. Donc, gâtez-vous et abusez-en. Donc, c'est ça, des sachets de semences, là, on peut aller facilement sur des sites là, comme Germina, celui-là. Il y a vraiment beaucoup de variétés de semences qui sont disponibles. Puis, il y a aussi le matériel qui est disponible aussi sur le site, à savoir là, des bocaux avec des couverts ou des germoirs entiers. Sinon, il y a, je te dirais, les magasins de semences en général, le Jardin des Écoumènes, là, ils ont aussi des gros sacs là, de semences, Joie le vert. On peut se faire livrer ça chez nous en grosse quantité. Puis ça coûte presque rien là, si on regarde le rendement alimentaire qu'on peut obtenir avec un sachet de semences comme ça. Donc, ça prend pratiquement pas de matériel. Gâtez-vous. Il y a façon de gagner en santé pour vraiment pas grand-chose. Donc, ça, c'était mon premier sujet. Le deuxième sujet duquel je voulais vous parler, c'est la facilité de fabriquer de la pâte à dents maison. On le sait, la pâte à dents commerciale est bourrée de fluor, le fluor étant réputé pour entartrer la glande pinéale. Donc, on n'a pas envie d'avoir du fluor en quantité dans notre organisme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, premièrement, on élimine d'en mettre dans notre corps. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour fabriquer de la pâte à dents? C'est vraiment facile, ça prend presque rien. Un petit contenant en verre, donc ça peut être un petit pot maçon miniature, là. Il y en a même chez Dolorama, là, des formats vraiment assez petits qu'on va pouvoir laisser facilement sur le comptoir de la salle de bain. Donc, moi, j'utilise 2 cuillères d'argile, de l'argile verte. Je vais ajouter à ça 1 cuillère de petite vache. Ensuite, à ça, je vais aller ajouter 2 cuillères d'eau. Et là, on va pouvoir bien mélanger ça tout ensemble et aller aromatiser pour donner un petit parfum, un petit goût à ça. Moi, j'utilise la menthe, mais il y en a qui vont préférer la cannelle. Fait qu'on va aller ajouter des petites gouttes au travers de ça. On mélange le petit contenant. On veut utiliser des instruments de bois pour mélanger parce que l'argile, lorsqu'on utilise le métal, on va aller enlever les propriétés médicinales de l'argile. Donc, on va aller prioriser l'utilisation des instruments de bois et des contenants en verre. On peut utiliser aussi, s'il y en a qui ont les dents sensibles, des problèmes de gencives, sensibilité dentinaire, on peut aller ajouter une goutte ou deux de clou de girofle qui a vraiment un effet engourdissant. D'ailleurs, ils utilisaient ça dans le temps là, pour engourdir les gencives puis arracher les dents à frette. Donc, c'est vraiment merveilleux pour ça. Le troisième sujet de laquelle je voulais vous parler,
Pour ceux qui me connaissent, savent tous que j'ai des ruches chez nous, des abeilles. La passion de ça, en fait, ça a commencé vraiment avec l'idée de pouvoir être autonome forcément avec tout ce qui était des sucres. On le sait, les sucres raffinés ont absolument rien de bon dans notre corps à nous donner, tandis que le miel, c'est le seul sucre naturel qu'on peut consommer puis qui vient avec les enzymes de digestion. C'est-à-dire que même les diabétiques pourraient consommer du miel. Je vous dis pas de manger un pot complet, là, mais ils pourraient quand même manger du miel sans avoir de problématique avec leur diabète. De là qu'on veut vraiment avoir un bon miel de qualité et on se retrouve malheureusement trop souvent sur le marché à avoir accès avec des miels de vraiment piètre qualité qui ont été dilués avec du sirop de sucre. Finalement, c'est plus du tout du miel qu'on consomme. Fait que moi, c'était important pour moi d'avoir un produit qui allait être simple pour moi et pour ma famille. Fait que je me suis lancée dans l'aventure de let's go, on va devenir apiculteur. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, devenir apiculteur? Là, on se lève un matin, puis on peut pas se dire, je vais aller m'acheter une ruche, puis je sais quoi faire avec ça. C'est de la vie, il y a des traitements à faire, il y a des manipulations. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai communiqué avec un endroit ici à Québec là, qui s'appelle La Ruchette. Et cet organisme-là, en fait, là, la petite fille qui s'occupe de ça, là, elle est incroyable. Et elle, ce qu'elle a fait, en fait, c'est qu'elle s'est enregistrée des vidéos, des capsules de formation durant toute une étape, là, durant toute la saison apicole. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel? Ça marche comment? C'est comment que ça vit des abeilles? Toutes les stades de croissance. Bref, vraiment, là, tout le procédé là, du début jusqu'à la fin. Donc, je me suis payé cette formation-là qui n'était pas vraiment quelque chose de dispendieux. Là, on parle de quelque chose autour de 200 $ pour la formation complète d'apiculture. Et cette même personne-là qui s'occupe de la ruchette est aussi en mesure de vendre tout le matériel qu'on a besoin. Donc, c'est vraiment la place ressource. Avant même les abeilles, si tu as besoin des reines, tu peux avoir aussi accès à acheter tes reines auprès d'elles. Donc, tu n'as pas 50 places à aller puis être un peu confus dans un gros domaine comme ça quand on commence, là, c'est quand même assez impressionnant. Donc, quand on commence en apiculture, on peut s'attendre à un budget de quelque chose qui va être autour de 2500 $ pour être complet avec tout ce qu'on a besoin du début à la fin pour pouvoir produire ça. Suite à ça, attends un petit peu, je vais juste zioter mes notes rapidement. C'est ça. Donc, en frais de matériel aussi, forcément, moi, je suis quelqu'un qui lit énormément de livres. J'en ai lu à plein sur l'apiculture pour savoir vraiment dans quoi que je m'embarquais, puis où est-ce que j'allais avec ça, puis pouvoir bien m'occuper de mes abeilles. Et j'ai vraiment un guide préféré de toute la gang, là, c'est L'abeille et la ruche de Alain Péricard. Comme vous voyez, il y a des post-it partout. Parce que, bon, c'est ça, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et c'est une approche qui va être plus en respect de la nature, je vous dirais. Tu sais, on a tendance à porter les abeilles dans une drôle de direction dans la société dans laquelle on vit. Et ce guide-là, c'est le seul qui était vraiment complet, plus axé vers qu'est-ce qui est au niveau de vraiment la structure naturelle de l'abeille. Comment est-ce qu'elle vit vraiment à son état sauvage? Comment est-ce qu'on est supposé s'en occuper aussi quand elle vit dans des contextes naturels? Donc, c'était vraiment le guide parfait que j'ai pu avoir la main dessus. Sinon, suite à ça, forcément, dans une ruche, il y a du miel, mais il n'y a pas que ça. Il y a différents produits de la ruche qu'on peut extraire et de lesquels on peut bénéficier aisément. On va penser à la cire d'abeille qu'on peut utiliser soit à la fabrication de chandelles ou qui est aussi utilisée dans la confection de cosmétiques. Là, je pense entre autres au savon, que d'ailleurs, j'en fabrique du savon. Je mets de la cire d'abeille dedans, de mes abeilles, du miel de mes abeilles dans mon savon que je fabrique. Fait que c'est ça. Il y a aussi la cire d'abeille, il y a la propolis qui est utilisée aussi en médecine là, pour. On va voir là, souvent les gens ils ont mal à la gorge. Puis là, tu peux t'acheter des petits sprays là, buccales là, pour aller engourdir au niveau de la gorge. La propolis, qui est un produit en fait que les abeilles vont aller fabriquer, ils vont aller récolter de la résine des arbres. Ils vont combiner ça avec la cire qu'eux, ils fabriquent pour donner une nouvelle texture. Puis c'est ça, ils vont se servir de ça en fait pour aseptiser leur ruche puis éloigner tous les parasites. Donc, c'est pour ça que nous aussi, quand on l'utilise, c'est vraiment un antiseptique naturel. Donc, il y a aussi ce produit-là qu'on peut récolter de notre ruche. Suite à ça, il y a aussi la gelée royale qui est utilisée à multiples effets médicinaux aussi. Donc, c'est vraiment là, une mine d'or là, de tous les bénéfices de santé qu'on peut bénéficier dans une ruche. Et d'ailleurs, il y a des petits guides comme celui-là là, qui se vendent facilement aussi là, pour connaître toutes les
qu'est-ce qu'on va récolter de la ruche, puis comment est-ce qu'on va procéder aussi pour pouvoir le manipuler et le transformer. C'est la préparation, la commercialisation des produits de l'abeille. Donc là-dedans, là, tu as vraiment tous les procédés. Là, on fait comment pour filtrer notre cire d'abeille, la récupérer, puis pouvoir procéder après ça à la commercialisation, juste à l'utilisation domestique aussi. Et là, il y a un dernier petit livre concernant les abeilles que je vous conseille à tous. En fait, là, il y a de quoi s'amuser comme des petits fous. C'est un petit livre qui s'intitule Le miel et c'est de la collection C'est malin. Ils ont plusieurs livres d'ailleurs. Là. Il y en a un qui parle du vinaigre, il y en a, bref, de différents sujets. Et c'est un petit livre genre à 10 là. Fait que on serait fou de s'en passer. Puis à l'intérieur de ça, tu as un tapon de recettes pour différentes problématiques de santé. Puis c'est tout avec des produits de la ruche qu'on peut fabriquer, tous ces petits produits-là. C'est vraiment super intéressant. Il y a aussi des petites recettes de cuisine à la fin. Donc, c'est ça, on peut se gâter à faire des petites recettes de cosmétiques très rapides et très simples à base du miel. Je vous le conseille tous. Je l'ai dévoré très rapidement, ce livre. Et ici, ben, c'est ça, vous pouvez voir à l'écran, en fait, il y a un tableau de conversion qui existe quand on décide de remplacer le sucre par le miel. Donc, forcément, le miel, c'est un sucre qui va chauffer beaucoup plus que le sucre naturel. Donc, on a besoin de baisser la température du four. Il n'est pas marqué sur le papier, mais il faut baisser aussi la température du four d'un 15 degrés, si je ne me trompe pas, ou d'un 20 degrés, là, comparativement. Si on ferait une recette, mettons, à 350 degrés, ben là, il faut baisser le four à 320, 330 là, parce que le sucre du miel va chauffer beaucoup plus. Donc, pour chacune des quantités de sucre proposées dans une recette, ben là, c'est ça, on doit mettre un petit peu moins de miel et diminuer aussi la quantité de liquide. Donc, moi, je cuisine maintenant toutes mes choses moi-même à la maison et il n'y a aucun sucre raffiné qui rentre dans ma cuisine. Je fais tout moi-même, même le pain, Caro parlait de ça tantôt. Moi aussi, je fais ça dans ma machine à pain, puis je ne mets pas du sucre, je mets du miel dans mes recettes. Donc, c'est une belle alternative, beaucoup plus santé pour éliminer les sucres raffinés et d'avoir quelque chose qui va être beaucoup plus bon dans son organisme. Hey, j'ai j'ai la bouche collée à force de parler. Donc, c'est ça. On peut aussi aisément fabriquer toutes sortes de produits. Donc, comme je mentionnais tantôt, je fais aussi mon savon. Ça, en soi, il y a différentes techniques de fabrication de savon. Là. Moi, pour ma part, j'utilise la saponification à froid. C'est un procédé, en fait, qui est non vraiment chauffé. Là. On fait fondre nos huiles, on ajoute de la soude caustique. C'est un petit peu des manipulations assez techniques parce que la soude caustique, ça se trouve à être un produit ça brûle, là, tu sais. Fait que tu fais pas ça avec un tapon d'enfant qui te saute après les jambes puis qui ils veulent leur biscuit, là. C'est comme, non, non, attends un peu, je fais du savon puis je joue dans des produits quand même assez dangereux. Donc, c'est ça, ça prend de savoir qu'est-ce qu'on fait aussi, mais ça s'apprend quand même assez bien, là. Je vous dirais, quand moi, je me suis tournée vers le sujet de décider, bon, c'est assez, je veux plus aller acheter mes choses à la pharmacie, je suis plus certaine de qu'est-ce que je trouve dans mes produits. J'ai envie d'avoir accès à quelque chose qui va être bon pour ma peau. Donc, on a pour notre dire, si on ne peut pas le manger, on ne devrait pas l'appliquer sur notre peau non plus. Je ne dirais pas que je mangerais mon savon, là, mais je veux dire, il est fabriqué avec des huiles végétales en partant. Il y a possibilité de pouvoir aller choisir ces huiles végétales, tout dépendant des propriétés de peau qu'on a particulières. Fait que c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et moi, j'ai appris en fait tout simplement à faire des recherches sur Google, saponification à froid. Là, je me suis mis à écrire des notes à côté de tout, checker un tapon de YouTube massivement. Mais sinon, ben, il existe des beaux livres. J'en ai plein des livres. Il existe des beaux livres comme ça, cosmétiques non toxiques. À l'intérieur, là-dedans, là, vous avez des guides incroyables, là, que ce soit au niveau du maquillage, que ce soit au niveau de la pâte à dents, que ce soit le savon. Il y a un beau gros volet, là, d'ailleurs, dans ce guide-là, qui va parler du savon, puis qui va vraiment expliquer les étapes une par une, puis c'est quoi la saponification, qu'est-ce que ça implique. Donc, c'est ça. Ça peut être un bon guide aussi là, de démarrage pour donner des outils de travail de comment est-ce qu'on s'enligne quand on décide de fabriquer nos produits nous-mêmes. Suite à ça, mon dernier sujet que je voulais apporter, ben, ça se trouvait à être le revitalisant à cheveux. C'est tellement niaiseux à faire, là, puis vous avez juste même pas idée à quel point vous vous cassez la tête avec des produits dispendieux de pharmacie pour absolument rien. Le revitalisant le plus vieux au monde, ça se trouve à être du vinaigre de cidre de pomme.
Donc, pas plus compliqué que ça. Moi, quand je vais prendre ma douche, j'ai une bouteille de 500 millilitres que je vais trimballer. Je vais aller rajouter mes 2 cuillères de vinaigre de cidre de pomme dans ma bouteille, puis j'emmène ça dans ma douche. Donc, quand j'ai terminé de laver mes cheveux, je vais aller remplir le reste de l'eau chaude de ma douche. Je le prépare pas avant l'eau, sinon tu arrives puis c'est rendu frette. Donc, tu vas aller mettre l'eau de ta douche quand tu es rendu à cette étape-là. Mes 2 cuillères sont déjà dans ma bouteille. Je shake ça et je vais aller délicatement vider ça sur mes cheveux. Je fais attention, forcément, c'est du vinaigre, ça brûle les yeux. T'as pas envie de te brûler les yeux, hein. Fait que fais attention à ça. Puis tu vas le laisser dans tes cheveux à peu près 1 minute ou 2. Puis moi, je te dirais, là, je vais juste éponger avec mes mains comme ça le surplus d'eau. Je le rince même pas à l'eau, je le laisse dans mes cheveux. Et ça, ce que ça fait, le vinaigre de cidre de pomme, mais ça va aller régulariser en fait ton pH, ça va ramener. Fait que ça va réussir à réhydrater tes cheveux, ça referme les coquilles de tes cheveux. Écoute, là, mes cheveux sont doux, puis sont beaux, puis sont en santé, là. Puis c'est quoi je mets dedans? Ben, je mets du vinaigre de cidre de pomme. Pas plus compliqué que ça. Puis ça coûte pas une fortune. Un coup que t'as une bouteille chez vous, c'est let's go. Pas plus compliqué que ça. Donc, je vais vous laisser le reste de la discussion avec Martine. Ton micro, Martine. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Ben, dans le fond, j'en profite pour rattraper le sujet de Priscilla avec, dans le fond, tu sais, son revitalisant. Parce que le vinaigre de cidre de pomme, on peut le faire maison. Il y a plusieurs idées, disons, là, qu'on peut le faire, mais je vais en expliquer 2. Donc, souvent, dans le fond, pour la première recette, c'est, tu sais, les vieilles pommes là, qu'on a oubliées dans le frigo, qui commencent à devenir un peu ratatinées. Là, tu te dis, ah non, au lieu de les mettre dans le compost, viens faire ton vinaigre de cidre de pomme avec ça. Fait qu'à chaque, dans le fond, pomme que tu vas couper, parce que ton but, c'est de couper ta pomme, d'enlever bien évidemment le cœur. On vient ensuite faire des petits cubes et on vient mettre ça dans un gros bocal. Je sais que moi, j'adore Révolution Fermentation. C'est une compagnie vraiment incroyable qui vend tous les produits pour faire que ce soit notre kimchi, nos kombucha, tu sais, justement nos vinaigres de cidre, etc. Fait que moi, j'avais acheté un gros pot en vitre. Donc, on vient remplir ça de pommes. Et à chaque fois, dans le fond, là, que, on met une pomme, le but, c'est de venir mettre une cuillère de miel. Fait que, une fois qu'on met une cuillère de miel, on met les pommes, une cuillère de miel, on met les pommes, on vient remplir d'eau. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On vient mettre tout simplement un coton fromage par-dessus ou bref, quelque chose qui va aider à faire respirer. Tu sais, ça peut être aussi comme Cécilia avait montré là, un dessus qui est comme quadrillé là, pour laisser passer l'air. Et on vient mettre ça au noir. Donc, c'est peut-être niaiseux, là. Oui, Priscilla le montre à l'instant, c'est génial. Donc, on vient le mettre dans une armoire. Il faut qu'il fasse environ comme 21 degrés. C'est très précis, le environ. Mais 21 degrés est la température idéale parce que, dans le fond, c'est une recette de comment faire son cidre. Parce qu'après ça, une fois que le cidre est fait, on va pouvoir le transformer en vinaigre. Donc, une fois que le cidre s'est fait, normalement, on peut dire un bon 2 à 3 semaines. On va venir brasser une fois aux 2, 3 jours, là, les pommes. Et notre but, c'est que les pommes calent dans le fond. Fait que souvent, on va voir que les pommes vont relever. Tant qu'elles sont en haut, dans le fond, la fermentation n'a pas eu lieu. Une fois que toutes les pommes et les cubes ont tombé dans le fond, là, c'est prêt. Donc, dans le fond, les pommes sont plus utiles à partir de cette recette-là. Fait qu'on vient juste transvider, on enlève les pommes, on remet le jus à l'intérieur, et là, on remet encore son coton fromage et on relaisse, dans le fond, là, pour facilement un bon 3 mois dans cette armoire-là. Et au bout de 3 mois, dans le fond, tu vas le sortir et tu peux y aller juste pour goûter. De un, ça sera jamais mauvais. En voulant dire, tu sais, ça sera pas bon. Fait que tu y goûtes. Si c'est assez, justement, vinaigré pour toi, tu peux l'utiliser. Et si, justement, là, tu sais, t'aurais le goût d'avoir un petit kick encore plus fort, tu fais juste le remettre encore, dans le fond, au noir. Une fois que ça c'est fait, ben, t'as ton vinaigre de cidre de pomme. L'autre façon est encore plus facile que ça. C'est si tu as déjà une bouteille chez toi de vinaigre de cidre de pomme, souvent on l'appelle avec la mer. Donc, recherche les bouteilles, là, souvent, ils sont brunes, ils ont une étiquette
jaune. Je me rappelle plus exactement le nom, mais c'est disponible dans tous les magasins, justement, de santé naturelle, là. C'est super bon. Et à l'intérieur, il y a une mer. Donc, quand il te reste à peu près là, ça dans ton fond de bouteille, jette-le pas ou utilise-le pas. Garde-le. Puis après ça, tu peux aller te chercher. Vous savez, là, les jus tradition de pommes non pasteurisées. Dans le fond, c'est ça qu'on va venir utiliser pour rajouter la mer à l'intérieur. Ensuite, on refait la même chose. On remet notre coton fromage et on met dans notre armoire au noir. Et ça va refaire du vinaigre. Fait que c'est un peu comme un kombucha qu'on réutilise la mer pour donner les bonnes bactéries qui vont faire fermenter. Puis que, oh, tu n'es pas épinglé, on voit Priscilla. Je ne sais pas comment faire les spotlights. Donc, voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, ben, tu as ton vinaigre de cidre de pomme. C'est ça qui est le fun parce que dans le fond, tu peux tout le temps te refaire une batch. Un peu pareil comme les yogourts et toutes les choses comme ça. Tu reprends le fond pour t'en refaire d'autres. Donc, mon deuxième sujet, là, je veux dire que c'est mon sujet préféré, mais c'est pas mal tous les sujets préférés, mais c'est la cueillette sauvage. J'aime tellement ça, être capable de me dire que je m'en vais dans le bois, que je m'en vais cueillir, que ce soit mes champignons, mes plantes sauvages, pour être capable de faire mes recettes. Tu sais, comme un peu on parlait de savon, de ci, de ça, de cosmétiques, ben j'aime pas ça acheter. C'est des bases au magasin. J'aime bien mieux aller me chercher directement dans le bois. Et quand je dis dans le bois, c'est peut-être fou, hein, mais moi, j'avoue, j'habite littéralement dans le bois, mais on peut en trouver dans un parc. On peut en trouver juste sur le bord du chemin quand on marche. Il y a tellement, on les appelle les mauvaises herbes du bord du chemin, mais c'est pas des mauvaises herbes. Ce sont tous, ou presque, des plantes médicinales, puis on le sait même pas. Donc, j'aimerais présenter, dans le fond, des livres. Un plus facile que l'autre, je dirais, Cueillir la forêt. Là, Mona, tu vas dire, hey, je le connais, ce livre-là. Et ce livre-là est vraiment en version de poche. C'est super le fun. Tu peux le glisser dans ton pack-sac. Tu peux partir, tu sais, sur la route, puis être capable de venir regarder à l'intérieur parce que c'est des photos. Donc, on voit vraiment bien qu'est-ce que c'est, les couleurs, les formes. C'est difficile de se tromper. Honnêtement, avec ce livre-là, il est tellement bien fait que je l'adore. Tu sais, puis il y en a un autre de la même du même auteur, ça s'appelle Forêt. Donc, t'as Forêt, t'as Cueillir la forêt. Forêt est plus mon livre de chevet parce que c'est des dessins qu'il y a dedans. Puis on va se le dire, ça, mettre ça dans un sac à dos, c'est vraiment difficile. Donc, mais si je vous donne un exemple, là, il y a énormément de trucs intéressants. Mais quand on regarde juste un peu là, les dessins, c'est pas assez précis pour être capable de dire que c'est la bonne chose. Fait que celle-là, tu le lis le soir, ça te donne hyper plein d'informations. Puis celui-là, tu le glisses dans ton sac à dos parce que tu veux le traîner partout. Et je voulais faire un petit hommage parce que Gérard Le Gall, malheureusement, il y a 2 semaines, il est décédé. Et c'est l'auteur, dans le fond, de ces livres-là, mais c'est aussi le propriétaire, dans le fond, de Gourmet Sauvage. Gourmet Sauvage est une entreprise qui est à côté de chez nous, littéralement, là, à Saint-Faustin-Lac-Carré. Et ils font plein de produits depuis à peu près une vingtaine d'années, là, tu sais, des confitures faites à partir d'un mélange, faites à partir de bleuets sauvages, tu sais, de baies d'argousier même, c'est vraiment bon, il y en a au congelé. Bref, c'est vraiment une belle compagnie à encourager. Et bref, c'était un homme de savoir exceptionnel. Fait que je voulais juste y rendre un petit hommage ce soir. Pourquoi je les cueille, les plantes sauvages? Un, parce que on sait qu'est-ce qu'on cueille. On est fiers d'avoir cueilli ça. Tu sais, je pense à mon thé du Labrador, tu sais, que j'avais été chercher. J'en ai proche, faut que j'aille en rechercher. Nadia m'en a donné dans un pot, puis là, je suis comme, oh, nice! Fait que le temps que j'aille en rechercher, c'est bon. Tu sais, mon poivre des dunes, d'être capable d'aller chercher mon thé des bois, toutes ces petites choses-là, quand je les ramasse, c'est une fierté de dire, j'ai pas tué la plante. Parce que souvent, moi, je vais venir chercher en parcimonie dans les plants et non pas d'arracher le plant pour dire, haha,
Donc, on connaît mieux aussi comment ça fonctionne, la nature. On va lire sur le sujet. On va comprendre comment que la plante fonctionne pour l'aider à rester en vie. Fait que, c'est un peu comme l'ail des bois, les ci, les ça. Jamais que je vais aller, tu sais, j'ai des grosses tables d'ail des bois. Je n'ai jamais enlevé une gousse. Jamais. Parce que je ne prends que des feuilles. Le goût est exactement pareil dans les feuilles. Donc, pourquoi aller tuer la plante qui va revenir d'année en année? Fait que c'est un peu mon pourquoi. Puis où on peut faire cela, tu sais, comme j'avais dit, dans les parcs, etc. Mais l'important, c'est d'être quand même assez loin des voitures. J'explique parce que, tu sais, ça pousse sur le bord des routes, mais va au moins à 5 mètres du bord de la route. Les déchets jetés, la pollution justement des voitures, ça l'absorbe tout, hein. Les plantes et les champignons là, absorbent tous les produits chimiques. Donc, on essaie de vraiment d'être le plus loin possible. Puis des choses sécuritaires, ben si t'es pas capable d'avoir un panier, parce que moi je fais ça, j'ai des paniers partout. D'ailleurs, tada! C'est juste pour vous dire que j'en ai partout. Mais j'ai des paniers aussi à double paroi. Parce que on apprend tout le temps dans la vie, même ça fait genre 5 ans que je cueille, j'ai toujours de mais qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas. Alors ne mélange jamais ce que tu ne connais pas avec ce que tu connais. Parce que si c'était pas bon, ben malheureusement, tout ce que tu as cueilli, tu sais, ça l'a sporulé dessus ou tu sais, ça n'en a mis, donc il n'est plus sécuritaire. Fait que vraiment de le faire en 2 batchs. L'autre chose que je voulais dire aussi sur la cueillette sauvage, c'est ayez pas peur, OK? Parce que il y a des termes des fois que tu dis «Oh my God!» mais c'est pas, on va venir démystifier ça ensemble, là. On va parler, mettons, des champignons. Les champignons, t'en as des mortels, t'en as des toxiques, t'en as des non comestibles, t'en as des comestibles. Fait qu'on comprend que le comestible, c'est que tu peux le manger. Fait que c'est bon. Mais dans les comestibles, tu as plusieurs aussi volets. Tu as juste des comestibles genre médiocres. Fait que ça veut dire que si tu es pris dans le bois, puis tu vraiment pas le choix de manger quelque chose, prends le comestible médiocre. Ça sera pas bon gustativement, mais il se mange et ça va t'apporter un apport calorique. Ensuite, tu sais, il y a le comestible, il y a le comestible de choix, et etc. Fait que, tu sais, ça va monter. Fait que c'est vraiment d'aller apprendre sur qu'est-ce que tu veux vraiment mettre dans ta poêle. Ensuite, le non comestible. Le non comestible, c'est pas parce que tu vas tomber malade. C'est exemple parce qu'il y a un goût atroce. Genre un goût poivré ou un goût de fond de marais. Tu fais comme oh! Ou au contraire, c'est que t'es pas capable de le croquer. Il est bien trop dur, il est bien trop stiff. Il est pas comestible pour le corps. Donc, il est pas dangereux. Mais dans les champignons non comestibles, je pense que plusieurs ici connaissent le chaga. Mais le chaga est un non comestible. Pourquoi? Parce que tu peux pas l'ingérer comme ça. Tu peux pas le croquer puis le manger. Mais ça va être l'infusion que tu vas en tirer, que là, tu vas pouvoir l'utiliser dans toutes tes autres recettes ou même juste te faire un bouillon d'infusion de chaga. Donc, ça aussi, c'est à faire attention. Le non comestible ne veut pas dire que tu peux pas l'ingérer d'une autre manière. Ensuite, les toxiques. Toxique ne veut pas dire que tu vas mourir. Toxique veut dire que tu peux être ballonné, va être en diarrhée, va même avoir des chaleurs, puis des plaques rouges, puis des boutons. OK, on veut pas ça dans la vie, là, mais au moins, c'est que tu n'en mourras pas. Fait que ça, c'est vraiment important aussi de démystifier ça. Et il y a bien évidemment les mortels. Les mortels, même mon fils, là, il y a 8 ans, ça fait comme 3 ans qu'il dit, Maman, c'est un champignon blanc. On ne touche pas. En effet, dans les champignons blancs, ben, on a la manette vireuse et elle, et Seigneur, c'est facile de pouvoir se tromper entre celle-là et d'autres sortes qui sont comestibles. Alors vraiment, pour les débutants, les champignons blancs, c'est pas ceux-là que je conseille d'aller chercher. Et sinon, où j'ai appris tous les trucs sur les champignons, ben, c'est sur le groupe ICSI, Identification des champignons sauvages du Québec. C'est une bible de référence. Il y a des mycologues certifiés sur ce groupe-là et ils te font passer des petits tests de temps en temps. C'est hyper passionnant. Même, tu sais, dans le temps de l'hiver, ceux qui sont mycologues amateurs comme moi puis qui trippent, ben, on est comme en manque. D'aller se promener dans le bois, d'aller cueillir. Fait que justement, tu sais, en regardant tout le temps sur cette page-là, ben, ça nous aide à apprendre encore des nouvelles sortes.
Donc, je vous invite vraiment à aller rejoindre ce groupe. C'est une perle de groupe. Est-ce que j'ai tout dit là-dessus? Je pense que oui. Donc là, on est rendu au sujet connexe, qui est dans le fond la déshydratation. Parce que, bien évidemment, tu sais, si je cueille des champignons, ben, j'en cueille pas juste pour dire que je fais mon souper. Quand je trouve une table puis qu'elle est là pour sortir, il y a des mythes qui disent, oh mon Dieu, si tu cueilles tout, il y en aura plus après. En fait, c'est faux parce que les champignons, c'est comme le fruit, un peu comme une pomme. OK, on va voir ça comme ça. C'est un arbre, un pommier, puis à chaque automne, les pommes y sortent. Si tu cueilles la pomme, ben, ça va refaire une pomme l'année d'après pareil. C'est la même chose pour les champignons. Dans le fond, le mycélium, c'est le système racinaire qui est caché dans tout le sol. Et dans le fond, le champignon, c'est le fruit, dans le fond, qui va sortir un peu comme la pomme. Donc, on peut récolter les champignons. Il n'y a pas de souci. Tu peux pas tuer une tale en récoltant le champignon. Donc, quand tu récoltes, ben, le but, c'est de le faire sécher. Il y a aussi la façon marinée, mais ça va être dans une autre capsule. Et c'est idéal. Là, je dis pour les champignons, mais c'est pour tout, là. Honnêtement, je fais mes épices, je fais mon bouillon, je fais mes légumes déshydratés, je fais mes fruits déshydratés, même de la viande déshydratée. J'ai des repas complets déshydratés. Tu sais, là, j'en ai mis à côté, là. Ça ici, c'est un riz frit au poulet que j'ai déshydraté et que j'ai mis en pot maçon. Fait que quand je décide finalement de refaire quoi que ce soit, puis de me dire, oh mon Dieu, j'ai rien de prêt pour souper, ben, je fais juste chauffer de l'eau, je fais réhydrater mon riz frit et on est capable de manger. C'est vraiment super le fun. Ensuite, comme je vous montrais, tiens, ça c'est des chanterelles que j'ai cueillies l'été passé. Fait que je les coupe, je les déshydrate. J'ai mes épices. Fait que celle-là, c'est comme mon céleri, ma poudre de céleri que j'ai fait. Fait que tu peux agrémenter tes salades, tes riz, tes pâtes, tes trucs avec juste, dans le fond, des légumes que tu as fait déshydrater. Ici, ben, c'est du poivre boréal que j'ai pris, que j'ai moulu et que j'aurais rajouté dans le fond avec de la poudre de céleri. Fait que ça fait dans le fond un poivre et céleri, la même chose que je rajoute dessus. C'est illimité tout ce que tu peux faire déshydrater à la maison. Puis comment tu peux le faire? Ben, c'est quand même simple parce que tu peux le faire directement dans ton four. C'est sûr que là, ça a besoin de plus de surveillance. Je te dirais euh, dans un four conventionnel, si tu veux faire des fines herbes, des trucs comme ça, même pas besoin d'allumer le four. Tu fais juste étendre tes fines herbes, tu allumes ta lumière du four et tu fermes la porte. Pendant la nuit, juste la lumière, la chaleur de la lumière va faire en sorte que ça peut faire déshydrater tes herbes. Fait que tu ne brûles pas non plus. Tu sais, ton but de déshydrater, là, si tu le fais déshydrater trop fort, tu vas perdre tous les nutriments qu'il y a dedans. Ton but, c'est pas de cuire, c'est de venir conserver. Fait que tu y vas vraiment le plus low possible. Si c'est pas dans le four, ben, il y a des déshydrateurs. Moi, j'adore ça, là. Je sais pas si on le voit, là. Mon Excalibur, il est là. C'est mon bébé. J'en ai d'autres aussi ronds, que j'avais essayé avant. Et, Seigneur, je peux plus m'en passer. Il marche quasiment tout le temps parce que quand tu as un trop plein dans ton frigo, puis tu sais pas quoi faire, tu sais, avec, là, tu te dis, ah, mets pas ça au compost. Passe ça au déshydrateur. Quand t'as pas de poule, puis que t'as plein de retailles de légumes, mets pas ça dans ton compost. Mets ça dans ton déshydrateur. Fais ça en poudre. Tu vas faire ton bouillon. Tu sais, c'est vraiment, tu peux tout faire. Puis quand c'est déshydraté et que c'est caché de l'humidité, ça peut rester des années. Encore plus que du cannage, encore plus que, parce que, je vous explique un petit cours de ma PAC, là. Les bactéries se trouvent là où il y a soit de l'humidité ou là où il n'y a pas d'acidité. Et dans ce qui est séché, ben justement, si tu l'éloignes de tout ce qui est séché, il ne passera pas date. Je sais pas si vous vous souvenez, là, vous avez sûrement là, des vieilles épices là, qui traînent dans le fond de l'armoire. À part de perdre un peu leur goût, s'il est bien, bien, bien scellé, ben il va être encore bon. Tu sais, ça moisit pas là, du persil séché. Mais c'est la même chose. Fait que c'est une des meilleures façons de conserver tous les aliments. Moi, je suis un peu je me dis, oh my God, s'il arrive quoi que ce soit, faut que je parte, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'essaie de faire plein de recettes, puis de mettre ça en pot maçon. Puis d'ailleurs, pot maçon,
c'est la façon, disons, le mieux là, pour garder tout ce qui est séché. Tu sais, on pourrait le faire aussi dans des sacs sous-scellés, là. Mais encore là, tu sais, si c'est pas bien scellé, s'il restait encore un peu d'air, quoi que ce soit, ça peut jouer. Tandis que dans les pots maçons, moi, à date, je n'ai rien perdu, dans le fond. Puis j'ai des choses que j'ai même cueillies en grosse quantité, puis qui me restent encore après 5 ans, puis que c'est encore super goûteux. L'important, c'est d'éloigner du soleil. Le soleil est ton pire ennemi. Tu peux pas mettre ça sur le bord d'une fenêtre ou parce que ça va venir vraiment détruire l'aliment. Donc, voilà. Puis sinon, ben, tu sais, les tomates séchées au soleil, là, tu peux faire ça aussi l'été. Le but, c'est qu'il fasse au moins un 30 degrés, puis que tu le laisses un bon moment, parce que souvent, les tomates séchées au soleil, ben, ça va se faire dans les pays chauds, lorsqu'il fait extrêmement chaud et chaud longtemps. Tandis que nous, souvent, tu sais, il va faire une période de chaud comme ça, puis après ça va descendre, où il va avoir plein d'humidité, puis là, ça séchera pas. Fait que c'est pour ça que j'ai en dernier essai, là, fais-le au soleil. Mais sinon, le plus sécuritairement, c'est dans de déshydrateur. Et le dernier, ben, c'est le troc. Pourquoi le troc? Parce que je crois pas tant à l'argent. Je crois que les gens ont des talents. Je crois que les gens peuvent créer des choses de leurs mains. Tu sais, on pense à des artisans, etc. Ou je crois que des fois, on a juste trop d'une chose, puis qu'il vaut mieux partager, puis l'échanger avec d'autres choses. Fait que, dans le fond, le troc, la loi du troc, c'est que les deux parties doivent être d'accord. Et tant qu'ils sont heureux, ben c'est parfait. Fait que, tu sais, même si un jour tu as échangé une pinte de lait, on va dire, contre une douzaine d'œufs, puis la prochaine fois, ben tu as échangé la pinte de lait contre 6 œufs. Mais si les deux sont bien, bien contents, puis tu es vraiment heureux d'avoir ces 6 œufs-là, that's it. Faut pas mettre une valeur sur des choses, au contraire. Ça vient tout détruire le troc. Comment qu'on peut faire ça? Il y a plein de façons. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des donnants-donnants. Il y avait ça dans le temps à Saint-Colomban avant la COVID et mon but, c'est de repartir ça. Puis il y en avait dans plein de régions. Le donnant-donnant est une place qu'on fait à peu près aux saisons. Et toutes les choses que tu n'as plus besoin dans ta maison, tu dis, ah non, tu sais, je me suis pas servi de ça, ça fait 2 ans et plus. Bon, regarde, j'ai besoin de faire de la place, on va donner. C'est plate de donner sans recevoir quelque chose. Alors, le donnant-donnant est là pour ça. Le matin, on s'en va, dans le fond, à la journée d'événement avec toutes tes choses. Chaque chose te donne un point. Fait que tu dis, OK, puis là, tu calcules, puis là, tu mets tes choses sur la table, etc. Puis là, il y a des bénévoles qui calculent tes points. Et ensuite, dans le fond, vous revenez dans l'après-midi et tu reviens choisir parmi toutes les choses qui sont disponibles là. Fait que toi, peut-être que tu as enlevé toutes tes affaires de livres, etc. Parce que t'es lu 14 fois puis ça t'intéressait plus. Mais quand t'arrives, t'es comme, oh my God, il y a des affaires pour enfants ou il y a des... Donc, un point égale un item. Tu peux venir chercher d'autres items. J'adore cette philosophie-là. Et tout ce qui reste, dans le fond, sur les tables, parce que ça se peut que finalement, je sais pas moi, le pyjama 5 ans, ben, il y a pas personne qui en avait besoin, tu sais, de ton pyjama 5 ans. Mais là, tout ce qui reste est redonné, dans le fond, soit à une maison de la famille, à un sous-sol d'église, etc. Donc, tu sais, il n'y a rien qui se perd non plus. J'adore ça. Sinon, il y a toujours, tu sais, là, j'ai mis dans le fond un groupe. Il y en a plein. Des as-tu ça toi. J'adore ça. Des fois, tu peux trouver des nonos là-dessus, là. Regarde, t'es prends, t'es laisses. Mais la plupart du temps, quand tu as besoin de quelque chose, tu viens de demander là-dessus. Avant d'aller acheter, avant de t'appauvrir pour aller chercher quelque chose que tu as besoin, va donc demander sur ces groupes-là. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui fasse ah ouais, 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 je l'ai ça, puis ça traîne. Fait que tu le veux-tu? OK, génial, tu peux passer. C'est fou, puis il y en a dans toutes les régions du Québec, sûrement ailleurs du Québec aussi. Donc, c'est bon d'aller s'abonner dans ces petites pages-là. Sinon, bien sûr, le Marketplace. Marketplace, sans dire que tu fais du troc, peux venir mettre des choses à donner ou tu peux trouver des choses à donner. Ou quand tu fais ton annonce, tu peux dire, regarde, moi j'ai une bouteille d'eau, là. Ben, je l'échangerais contre, je sais pas moi. Euh, là, je dis ça de même, mais contre le livre, hein, contre le livre. Tu sais, tu peux marquer que tu fais du troc sur le marketplace aussi, et c'est possible.
Et je mets un petit bémol à quelque chose, les sous-sols d'église. Demandez toujours où vont les fonds. J'ai bien de la misère, moi, avec les fonds vont à l'église. L'Église, c'est riche, c'est le Vatican, c'est le plus gros pouvoir de la planète. Fait que si vraiment ils veulent faire vivre leur prêtre qui est dans l'Église, ils vont envoyer des fonds. Si par exemple ils disent ah oui ben tu sais c'est pour le village, c'est pour tu sais les enfants, on donne ça au club optimiste, on donne ça là, ah génial. Là c'est trop de choses, va porter ça là. Tu sais au moins que quand les gens vont aller acheter sur place, ben les fonds vont aller à une bonne organisation. Les maisons de la famille aussi, tu peux aller souvent porter des choses là, tu sais quand t'es une maman, t'as vraiment plus de linge, tu sais t'en as trop là va en porter là. Il y a des gens qui sont dans le besoin aussi qui peuvent en avoir de besoin. Donc, ben, je pense que ceci me fait un cela. On a tellement plein d'autres sujets à vous parler que, comme je vous ai dit au début, on va faire d'autres réunions comme ça, mais aussi on va enregistrer des capsules vraiment juste sur un sujet qu'on va pouvoir parler longuement, puis vraiment donner plein d'explications. Donc, j'espère que vous avez vraiment trippé. Je vais arrêter l'enregistrement, puis on va pouvoir passer à la période de questions. Donc, merci d'avoir été là.